Bonjour et bienvenue à la 6e saison d'Electron Libre, un projet loufoque où on vous parle de n'importe quoi. On pensait être cancellé après le premier épisode et non, on est toujours là. On est maintenant au 61e épisode et on va continuer de vous parler de n'importe quoi, mais avec le sourire. Mes collaborateurs présents, Francis Côté. Salut Bonjour, Francis. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui, Francis, tu vas nous parler des arnaques aujourd'hui les plus populaires. Ouais. Hâte d'entendre ça. Et Mélanie Saint-Germain qui va nous parler d'art-thérapie. Oui. De mon côté, je vais nous faire l'historique, on n'est pas dans un album d'Astérix, hein, du masque. Et on va finir par un succulent top 10 où je vous expliquerai pourquoi la Bounty est la meilleure barre de chocolat au monde. Ah, et voilà. Mais avant ça, comme à notre habitude, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule, coup de masse, dépendamment de nos projets. Mélanie, toi, qu'est-ce que tu aurais à nous... Moi, c'est un coup de cœur, en fait, que j'ai envie de donner à tous les artistes, peu importe la discipline, le domaine, qui ont su se réinventer et qui vont se réinventer encore pendant cette pandémie-là. Donc, je leur donne tout mon amour. C'est difficile pour les artistes, c'est difficile déjà pour nous nous autres. Déjà qu'ils se réinventaient, déjà qu'on devait déjà se réinventer. Mais là, je sais pas, puis on va passer à travers tout ça avec de l'art encore, ça nous manque, hein? Fait qu'on a besoin. C'est vrai. Moi, je vais faire du pouce là-dessus et je vais donner un coup de cœur aux parents. Aux parents qui ont vécu cette pandémie-là avec leurs enfants, qui étaient pris à gérer leur enfant, l'école, le travail à la maison, avec aussi des parents souvent encore en vie qui étaient pris à faire attention, apporter du support. Bravo à tout le monde, là, aux parents. Ça n'a vraiment pas été une année facile, mais 2021 sera que plus agréable. Francis? J'y vais dans la même veine que vous. Excusez, je vais me dérouler. Hein, on commence la saison en force. Je vais très bien. Soyez rassurés. Non, c'est une blague. Donc, c'est pour les entreprises locales qui ont réussi à se réinventer. Il y a des gens qui avaient des projets sur la glace qui osaient pas se lancer dans l'entrepreneurship et présentement, on a une belle vague de réinvention où on tente de faire les choses autrement au niveau de l'entreprise locale. Donc, coup de pouce! Bravo! Ben, on va continuer avec toi, Francis. Tu vas nous parler des arnaques les plus populaires. Eh oui! Parce que tu t'es fait arnaquer dernièrement? Non! Hey, j'ai failli, Pierre. Ouais. J'ai vraiment failli. C'est ma blonde qui m'a stoppé. Mais nécessairement, il y a plusieurs personnes qui ont dû prendre un virage technologique et on a vu aussi ressortir avec ça toutes les possibilités d'arnaques et c'est Protégez-vous qui nous a fait un top 10 des arnaques les plus populaires de la dernière année. Donc, je vous les explique et si à la maison, ça peut vous donner un petit conseil et savoir quoi éviter comme erreur, eh bien, j'espère pouvoir vous aider. Donc, on joue beaucoup sur l'anxiété des gens. Donc, l'extorsion en tout genre, où on envoie un message qui disait il y a des impôts qui n'ont pas été payés, vous avez des arriérages de longue date et vous devez nous donner des informations. Il y a des gens qui se font prendre. Je ne veux pas stéréotyper avec des personnes âgées qui sont un petit peu moins à l'aise avec les technologies, mais quand même, ceux qui ont plus ou moins d'habiletés technologiques qui peuvent se faire prendre un petit peu plus, étaient plus sujettes à donner de l'information à ce moment-là. Ensuite, la pêche au renseignement personnel. Il y a dorénavant, vous l'avez vu, on s'est tous inscrits sur Zoom, on s'est inscrits sur un paquet d'applications. On avait du temps à la maison et à chaque fois, il fallait donner des renseignements personnels. Je pense pas personnellement qu'il y a eu beaucoup de recherches de numéros d'assurance sociale, de noms, parce qu'on a déjà donné un paquet d'informations dans des banques de données qui sont vendues allègrement. Mais quand même, c'est quelque chose qui est intéressant pour des fraudeurs, d'avoir vos renseignements personnels. L'hameçonnage. Ça, j'ai vraiment failli me faire prendre. À l'école, on approuve des factures, ça devient mécanique, on y porte un peu moins attention. Et ils vont chercher un contact dans tes contacts qui va logiquement s'occuper de la facturation dans une compagnie, envoyer quelque chose avec le vrai logo et on a tendance des fois à cliquer sur le lien pour voir apparaître la facture. Tu cliques sur le lien, il y a un hameçonnage qui entre dans ton ordinateur et après ça, t'es pris. Toutes les institutions publiques ont été au moins une fois dans les dernières années victimes d'hameçonnage. Oui, même à Saint-Félicien, on a eu une cyberattaque cette année. Oui. C'est assez intense. Et c'est beaucoup de renseignements, imagine, pour les entreprises, pour les écoles qui doivent, comme Cégep, j'ai reçu ma lettre disant que tes informations sont parties. Je suis pas sûr
sûr que mon bulletin et mon relevé de notes de cégep, ils veulent vraiment l'avoir. Ben, moi, ça m'intéresse. Ensuite, après l'hameçonnage, on est rendu à les marchandises contrefaites. Donc, beaucoup de sites. Il y a un paquet de monde qui sont mis à vendre toutes sortes de cossins. Et donc, tu reçois une super offre pour un MacBook super pas cher. Je plaide coupable, je me suis fait avoir par ce genre de peu. Hey, j'ai vu quelque chose, j'ai fait « ça n'a pas de bon sens, quel bon rabais! » Je la jette sur un coup de tête. Et quand je l'ai reçu, c'était pas tout à fait ce que j'avais demandé. Okay. Et même là, après ça, essayer d'avoir des recours, c'est impossible. Puis après ça, je réfléchis en disant « mais oui, ça n'avait pas de bon sens, ce deal-là. » Exactement. Mon fils s'est fait avoir aussi. Hein. Il s'est acheté un Lego, puis finalement, il s'est ramassé avec des faux bas Gucci roses à 123$. Quand même. Et moi, c'est mon fils, parce que nous autres, on a des enfants, donc mon fils passe sur mon Apple pour faire ses achats. Et à un moment donné, je reçois une facturation sur un nombre infini de flèches pour tel jeu. Je suis s'il vous plaît, je prends même pas le temps de parler à Benjamin, je suis fâché après lui, je commence à cliquer, et là, il faut que tu ailles rentrer tes informations Apple pour aller désinscrire ton abonnement. Et là, juste comme j'étais pour cliquer, ma blonde a dit « T'as peu, c'est-tu vraiment ça? » Et effectivement, j'avais aucune facturation qui avait été faite. Si je cliquais et je rentrais mes informations, c'était un livre ouvert. J'étais vraiment, il y a quelques semaines, à un clic de donner mes infos. Là. Les réponses frauduleuses à des objets. J'ai déjà vendu une motoneige et dans les heures suivantes, quelqu'un de Côte d'Ivoire m'appelait pour me dire qu'il était intéressé par ma motoneige. J'ai eu un doute. Finalement. C'est le principe où on demande un acompte pour qu'ils puissent faire suivre les montants. Et ils veulent absolument ne vendre pas à d'autres personnes. Et il y a généralement beaucoup de fautes d'orthographe dans le texte. Des fraudes liées à l'emploi. Donc, les bitcoins, tout l'argent électronique a été des stratagèmes de blanchiment d'argent auprès de différentes entreprises où on a tenté d'avoir des personnes qui, finalement, par PayPal ou Interact, peu importe, ont versé des montants qui ont servi à être transférés en argent électronique pour blanchir des montants par le biais de compagnies obscures. Et il y a la fameuse croisière aussi que tu peux gagner, l'appel que tu j'ai déjà gagné 3 fois. 3 fois? Tu as été chanceux et Dieu sait que les croisières ne sont pas super populaires ces temps-ci. Écoute, il y a des super deals, puis si vous êtes appelé, vous gagnez, je vous le souhaite, mais moi, je suis très médiculeux là-dessus. Là. Tu vas jamais en croisière. Les promotions. Croisière, c'est mieux avec le capitaine Steven. Je termine. Enquête sur un soi-disant employé fautif. On l'a vécu avec Desjardins, ça a été la méga fraude. Et après ça, il y a des enquêtes. On a découvert que dans notre compagnie, il y avait quelque chose. Pouvez-vous nous donner vos informations pour vérifier si vous avez été hacké? Donc, je pense que les gens sont devenus beaucoup plus frileux dans les derniers mois, mais il y a encore beaucoup de ça. Et finalement, la plus classique, celle où on se dit « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens », c'est l'amour à distance quand on reçoit Pablo qui est écrit et qui t'a tagué à quelque part et qui est magnifique, ou à l'inverse, une Biélorusse magnifique de 22 ans qui s'acoquine de Pierre, 47 ans, et que là, on se dit « Wow! L'amour à distance, c'est merveilleux. » Comme ça, j'ai rencontré mon épouse. Oui, c'est d'ailleurs. Mais il y a aussi il faut faire attention, il y a des gens qui vont hacker nos boîtes courriels et là, tu reçois un message de quelqu'un qui fait vraiment longtemps à qui tu n'as pas parlé. Ça, aussi, des fois, c'est douteux. Effectivement. Et par les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de gens qui nous interpellent. Voyons donc, oui, tu peux établir un contact. Il y a un contact d'un contact il y a plusieurs années, mais en quoi cette personne-là veut vraiment du jour au lendemain redevenir ton ami? Eh bien, voilà. Merci, Francis. J'invite tout le monde à être prudent. C'était très instructif. Oui. Moi, je vais continuer dans la prudence. Hein. On sait, cette année, c'était l'année du masque. Pas parce que l'Halloween a duré toute l'année, mais parce qu'on a dû porter des masques en société pour se protéger. Je me suis dit, mais d'où ça vient, ça? À partir de quand on s'est mis à mettre des masques? Fait que je vais vous faire un peu un petit historique du masque. Le masque, en fait, ça a ses origines dans l'Antiquité. On parle de l'Égypte antique, hein, parce que c'était un rite funéraire. On moulait le visage du mort dans des feuilles d'or. Et là, c'était en fait le premier masque, mais c'était pour protéger de rien. Là. C'était comme pour dire j'ai la face en or. Bravo! Ensuite,
Ça va être récupéré, en fait, l'idée du masque par les gens de théâtre. On va fabriquer des masques en écorce, en cuir, après ça en toile épaisse, enduit de cire. Et ça va nous amener en Vénétie, à Venise, en fait, où encore le carnaval, la Commedia dell'arte vont vraiment développer, en fait, l'art du théâtre masqué. Donc, là, c'est ça. Et ce masque de carnaval, le carnaval de Venise, la Commedia dell'arte, ont directement une descendance directe avec ce qu'on vit maintenant à l'Halloween. Donc, se masquer, se déguiser pour faire un carnaval, une fête que nous, on appelle ici l'Halloween. Maintenant, le masque comme objet de protection, parce que c'est ça qui nous intéresse, se protéger la face. Au départ, c'était fabriqué avec des vessies d'animal, hein? Fait que ça devait sentir bon dans le masque. Les premiers masques de protection apparaissent sous l'Empire romain. Ils sont utilisés, entre autres, au fond des mines pour se protéger des vapeurs toxiques. Donc déjà là, hein, on tuait une bête, on se mettait sa vessie d'en face, puis on allait travailler à la mine. On en revenait le soir avec une superbe haleine. Ensuite, au 21e siècle, au 16e siècle, je m'excuse, je lis très mal le romain, c'est Léonard de Vinci qui adapte le principe et propose, lui, l'utilisation d'un tissu imbibé d'eau et placé sur la bouche des navigateurs pour les prémunir d'éventuelles attaques chimiques lors des batailles navales. Tu sais, Léonard, là, il n'a pas juste peint la Joconde. Là. Il a fait beaucoup de choses, on le dit souvent, et c'est encore lui qui a modernisé le masque. Entre le 16 et 18e siècle, hein, la période est marquée par plusieurs épidémies de peste qui vont secouer, entre autres, l'Europe. On le sait, un peu comme on vit aujourd'hui. Pour les médecins de l'époque, donc, la contagion se propage par la bouche et le nez. Donc, on a Charles Delorme, qui est le premier médecin de Louis XIII, qui imagine en 1619 un masque en carton bouilli doté d'un bec à 2 trous qui permet la respiration. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, là, les espèces de docteurs macabres là, avec des becs là, d'oiseaux. Là. Ben, c'est exactement ça, en fait. Là. Okay. C'est de là que ça arrive. Et là, on le désinfectait, on mettait des saveurs à l'intérieur, entre autres des herbes aromatiques, des fleurs séchées, des épices et même du camphre, pour ceux qui adorent le camphre. Dès le 18e siècle, hein, là, c'est l'Italien Bernardino Ramazzini qui est médecin aussi, qui va être le précurseur de la médecine du travail et fondateur de l'hygiène personnelle durant la Révolution industrielle. Donc, il va appliquer sur le nez et la bouche une éponge humide, après ça, attachée avec un tissu serré, qui va nous permettre, entre autres, là, de ne pas recevoir des micro-gouttelettes, des particules, etc. Fin 19e siècle, on s'en va en Allemagne. Et là, c'est Karl Pflug. Je sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec quelqu'un qui s'appelait comme ça. Lui, il commence à soupçonner que la propagation de la maladie entre les médecins se faisait à travers la salive, à travers, là, on se passe de l'équipement, tu sais. Fait que là, on met des microbes. Et c'est à partir juste du 19e siècle que les médecins vont commencer à se mettre des masques lors des interventions chirurgicales. Parce que sinon, ben, on faisait, quand il y avait un virus, ben, on l'envoyait un peu à tout le monde. Et ça a été utilisé pour la première fois à l'hôpital Tenon à Paris en octobre 1897. Ça fait pas si longtemps quand même. Non, c'est ça. Et là arrive la guerre 14-18. Quand on parle à la guerre 14-18, on parle des attaques au gaz, en fait. Hein, les Allemands avaient développé le gaz moutarde qu'on lançait. Et déjà là, en 1910, je pense que c'est 16, on commence à fabriquer des masques cagoules qui étaient très peu efficaces, mais qui protégeaient un peu contre ce type de gaz. Et ça nous amène aux masques chirurgicaux, donc les masques qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est un masque de respiration à usage unique conçu pour limiter la propagation vers l'environnement très proche des germes. On parle de bactéries, on parle des virus, du COVID-19, depuis la bouche, le nez et les voies respiratoires de la personne qui le porte, parce que ça retient les gouttelettes respiratoires. Donc, l'idée là-dedans, c'est que si tu es malade, licher l'intérieur du masque risque vraiment de te donner une maladie. Donc, essayez de ne pas licher l'intérieur des masques des autres, mais l'extérieur, c'est acceptable. L'extérieur, c'est acceptable? Oui, c'est ça. Donc, ce type de masque-là, normalement, était porté par les professionnels de la santé durant une intervention chirurgicale. Puis là, on va développer ça. L'arrivée du COVID-19, hein, on avait déjà tous vu des images en Chine, entre autres, des gens qui se mettaient des masques pour lutter contre la pollution atmosphérique. Et là, on les trouvait un peu débiles. Moi, le premier, voyons, ça peut pas être si pollué que ça. Effectivement, c'était très pollué. Et aujourd'hui, on le comprend que ça protège quand même. Donc, l'arrivée de la pandémie du COVID nous a amené à développer cette habitude-là où tout le monde va se mettre un masque dans le visage.
Ça en a une autre problématique qui est la pénurie de masques. On le voit, il y a eu des masques qui sont plus ou moins fiables. On a vu des compagnies qui produisaient des masques qui se donnaient eux-mêmes leur propre certification pour leurs masques. Ça devient un peu débile, là. Hein, un peu comme dans les compagnies de nourriture américaine, hein, qui gèrent en fait leur degré de dangerosité de leur nourriture. C'est eux qui décident. Imagine comment ça va bien. Donc, on se rappelle, un masque chirurgical ou les masques qu'on porte, ce n'est pas un appareil respiratoire qui filtre. C'est vraiment fait pour garder toute la merde que tu as dans la bouche au niveau de ton masque. Bouche. Oui, de ta bouche. Oui. Pour pas que les autres soient infectés. Donc, ça fait un peu le tour et réaliser que le masque a une importance depuis vraiment très longtemps. Hey, question de même. Oui. Dans 2 ans, tu penses que l'utilisation du masque après la pandémie, ça va rester à quel endroit? Je sais pas. Je pense que le lavage des mains, le toussage dans les coudes, etc., ça je pense qu'on a déjà pris l'habitude. Beaucoup, ça devient... L'usage du masque, parce que c'est gossant, tu sais. veux pas. Ben oui. Fait que je pense que... je sais pas. Mais personne n'aime ça, mais en même temps, je me dis, quand tu as une bonne grippe puis que tu vas quelque part où il y a des gens, moi, je pense que je vais continuer à le mettre. Si je suis vraiment grippée puis que je vais à travers des gens, Exactement. je pense qu'on peut éviter de... Je suis même déjà en train de développer un masque anti-gastro. En fait, il va protéger de la gastro, mais il va être beaucoup plus long et on va pouvoir vomir à l'intérieur pour garder ça comme dans un récipient. C'est vrai, tu sais. Comme ça, personne ne pourra recevoir... Qui a déjà été bien avec quelqu'un qui a dit « Ouais, je suis allée à telle place, ma fille avait eu la gastro. Tu veux le tuer, là? » Non, C'est pas c'est même, ça. hein? Ouais, Tu sais, Clairement. En tout cas, moi, je sais bien que... Mais c'est une bonne question. Je ne sais pas où on va en être, mais clairement, on refera une émission là-dessus. Clairement, la dans première 2 ans. fois, on va être regroupés sans masque avec plein de gens. Hey, on va se saouler solide, hein? C'est la réponse que j'ai souvent des gens. On va se saouler, hein? OK. C'est à toi, Mélanie. Tu voulais nous parler d'art-thérapie aujourd'hui, mais qu'est-ce que l'art-thérapie? Mais qu'est-ce que l'art-thérapie, mon Dieu? En fait, je suis partie de l'idée... Bon, moi, je suis tombée en vacances depuis une semaine. Puis moi, j'ai ce besoin-là. Ça a un effet super salvateur chez moi de dessiner. Quand je suis fatiguée, je dessine. Quand j'ai mal, parce que bon, j'ai une maladie, je dessine. J'ai comme ce besoin-là d'expulser ce qu'il y a en moi, tu sais. Puis... en fait, aussi, je me suis rendu compte que je suis partie aussi de l'idée de, consommer de l'art, vous autres, hein. Tu sais, souvent, on va voir une œuvre, soit que cette œuvre-là va nous jeter à terre, nous rendre tristes, nous rendre heureux, nous faire du bien. On écoute de la musique, par exemple. Vous écoutez de la musique. Vous autres, ça se joue-tu selon vos humeurs? Qu'est-ce que vous allez écouter? Absolument. Parfaitement. C'est ça. Tu sais, des fois, tu entends quelque chose, tu fais « Non, je peux pas écouter ça, ça va me rendre agressive. » Bon. Ce qui fait que moi, j'enseigne les arts visuels à des adultes. Je donne des cours. Puis à chaque fois, je me rends compte que ces adultes-là qui viennent suivre ce cours d'art-là avec moi, c'est quasiment thérapeutique à chaque fois. Parce que je les fais dessiner à chaque semaine, il faut qu'ils ramènent des dessins. On fait une première partie de cours où on parle des dessins, on dit « OK, qu'est-ce que ça a réveillé chez toi? » Puis ça devient quasiment une thérapie. Finalement, les étudiants, ils viennent super soudés, serrés. Puis là, il y en a qui pleurent, j'ai dessiné ça, mon Dieu. Puis là, ils se mettent à en parler, puis ça braille. Puis c'est super beau, ce partage-là. Fait que là, j'ai fait « Ah, tiens, on va aller voir. Je vais sur l'art-thérapie. » Je savais que ça existait. Puis ça existe. Au Lac-Saint-Jean, je sais pas si on peut trouver, on peut avoir accès à ce genre de thérapie-là, mais je sais qu'il y en a pas mal au Québec, puis ça se développe davantage. Je pense qu'on peut même faire un certificat en art-thérapie. En fait, c'est une maîtrise. Et c'est en Abitibi-Témiscamingue qu'on peut faire une maîtrise en art-thérapie. Okay. Parce que c'est vraiment, en fait, quand on dit le mot thérapie, il nous vient tout de suite en tête être couché sur un divan puis parler à un thérapeute. Mais là, c'est vraiment pas dans cette optique-là. C'est quelqu'un qui va avoir un bac en psycho, mais qui va faire une maîtrise en art-thérapie. Dans le fond, il va être capable autant de te donner les outils pour créer selon tes besoins, selon ce que tu as, et être capable d'analyser ce que tu fais pour te faire une thérapie en même temps, mais toujours dans l'optique toujours dans, je vais lire je vais vraiment lire ça parce que je veux pas dire n'importe quoi. OK? Les art-thérapeutes sont des professionnels diplômés au niveau de la maîtrise. Ils détiennent des connaissances tant sur le plan des arts que psychologie, ce qui fait d'eux des professionnels outillés pour assister la personne au plan de la réalisation de techniques de création, du processus créatif et des besoins psychologiques. Il n'interprète pas les œuvres. Il va poser des questions dans le but d'aider le client à comprendre sa relation avec son œuvre. Pourquoi ça t'a amené là? Pourquoi ça t'a...
Oui, vas-y. Quand on parle d'art-thérapie, est-ce qu'on parle juste de dessin d'art plastique? Parce que je sais qu'il y a de la musicothérapie aussi. En fait, en Europe, ils vont faire autant au niveau de la musique, autant au niveau du théâtre, de la performance, c'est ça, au niveau musical, au niveau de la danse, de l'écriture. Tandis qu'ici, en Amérique du Nord, on est plus centré sur le dessin ou sur les arts visuels, les arts plastiques. Par contre, je sais qu'en Europe, c'est ça qu'il disait qu'en Europe, il était plus fort au niveau théâtral, au niveau musical, au niveau... Puis oui, je pense que ça peut être fait comme ça aussi, là. C'est sûr que... Mais ici, au Québec, je ne sais pas, là. Je pense que c'est plus spécialisé au niveau des arts visuels, des arts plastiques. Et je continue dans mes affaires. Bon, c'est ça. C'est ça, en Europe, l'art-thérapie désigne autant la musicothérapie, la thérapie par l'expression théâtrale, thérapie par la danse et par les arts visuels. Puis nous autres, ici, c'est plus l'art-thérapie au niveau des arts visuels. Les arts plastiques, le dessin, la sculpture, des trucs comme ça. OK. Donc, l'art-thérapie, ça va se définir plus comme une démarche d'accompagnement psychologique d'une personne ou d'un groupe, hein, parce qu'il y en a en individuel, il y en a en groupe aussi, dans un processus de création d'images qui va mettre, en fait, l'expression de soi, les pensées, les émotions, qui vont mettre en lumière tout ça, dans le fond. Ça peut, dans le fond, ça vise la compréhension, la résolution de problèmes, le soulagement de l'angoisse, la souffrance psychologique, physique, ou même simplement l'évolution puis le mieux-être psychologique. Ça va aussi, ils vont s'en servir aussi pour traiter des chocs post-traumatiques, les personnes âgées souffrant d'Alzheimer, des autistes. Après ça, mon Dieu, il y a tellement plein d'affaires. Ça peut aider tout le monde. Ah oui, exactement. La trisomie 21 aussi, il y a vraiment des groupes d'aide pour des personnes souffrant de trisomie 21. Puis la technique, le choix de la technique, souvent, va être déterminé par la personne ou par le thérapeute qui va faire essayer, qui va le diriger, en fait, vers des disciplines qui vont être plus propres à son besoin. En fait. Ouais, voilà. Fait que l'objectif, c'est ça. C'est vraiment de développer un langage qui est symbolique, qui donne accès à ces sentiments qui vont être enfouis pour qu'ils puissent les faire émerger et être capable de les nommer. Souvent, c'est dans le non-dit que ça devient plus révélateur. Moi, je sais bien là, que quand je dessine, des fois, mon chum va dire « Mon Dieu, tu sais, je sais pas si vous avez vu passer quelques-uns de mes dessins. » Ça va pas? Ben, tu dis ça, puis des fois, je regarde ce que je fais, puis moi, quand je dessine, je réfléchis pas. C'est vraiment ça part, puis faut pas que je réfléchisse. Faut pas que je me pose la question, sinon je le finirai pas. Puis mon chum me dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je sais pas. Puis souvent, je prends du recul, puis je fais « Oh mon Dieu! » Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Oui, pour vrai, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça c'est sorti? Puis souvent, c'est les autres qui vont mettre des mots sur ce que moi, je suis pas capable de mettre. Tu sais, ils vont me dire, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Ah, OK. Puis là, ça pop à ce moment-là. Fait que c'est là que ça devient intéressant de faire confiance. Puis c'est pas une question de talent. Je pense que tout le monde devrait essayer une fois Il y a des techniques qui ont émergé au niveau du surréalisme, comme le hangover qu'appelle, que c'était complètement pour la... Oui? Moins d'une minute. Je finis avec ça, en fait. Le hangover est né d'un artiste qui en avait marre de suivre les règles, qui avait envie de pitcher la peinture plus loin. Puis c'est devenu des toiles hyper abstraites, mais hyper remplies d'émotions. Moi, je sais bien que c'est des œuvres. Moi, j'ai tendance à fouiller les œuvres pour voir comment que les artistes se sentent quand ils l'ont fait. Mais je pense que l'art en soi est thérapeutique. Merci beaucoup, Mélanie. C'est très instructif. Merci. Vous remarquez sûrement le magnifique décor. Hein? On est à la polyvalente Jean Dolbeau, dans le café étudiant. C'est magnifique. Dans mon temps, c'était un local de pastoral. Bon, maintenant, le moment tant attendu de tous. Oui. On veut savoir pourquoi la Bounty est la meilleure palette de chocolat au monde. Ben oui. Tablette de chocolat. Hein? Je suis d'accord. J'ai 10 raisons pour vous. Premièrement, la noix de coco, c'est un fruit. Donc, clairement, c'est bon pour la santé. On ne peut pas dire des autres palettes de chocolat. Non, mais quand même. Ça, c'est fait avec du beurre de cacao et non pas de l'huile de palme. Ah. Donc, si vous êtes tanné de tuer des singes innocents à l'autre bout de la planète parce que vous consommez de l'huile de palme, bien, consommez une Bounty. Vous allez aider ces singes-là. Autre chose. Quand j'ai un paquet de chocolat et moi, je prends la Bounty, tous mes amis m'adorent parce que je leur laisse dans leur tête la meilleure palette, parce que j'ai pris pour eux la pire. Donc, au niveau des relations humaines, la Bounty est aussi extraordinaire. Autre chose. Avez-vous déjà essayé de manger une noix de coco? Oui. Oui. C'est difficile. Oui. Ça, super simple. Tu l'ouvres quand même.
Autre chose, c'est le chocolat qui fond, la douceur de ça avec la rugosité de la noix de coco. Quoi de plus merveilleux en bouche que ce mélange? Moi, dans la vie, on m'a souvent traité de marginal. La Bounty, ben oui, ça fait différent des autres. Clairement, t'es pas comme tout le monde, tu manges une Bounty. Autre chose, ce qui est le fun avec la Bounty, c'est que les petits morceaux de noix de coco, ils te restent pognés d'un dent. Donc, des fois, petit lunch pendant 2-3 jours. T'en as pour plus longtemps. T'en as pour plus longtemps. Ben oui, etc. 2-3 jours. Autre chose, c'est quand tu manges souvent des Bounty, et là, tu arrives dans le temps des fêtes avec ton calendrier de l'Avent, et que tu rouvres ta petite porte et que tu prends ton petit chocolat de marde, ben t'es pas trop déçu parce que t'es habitué de manger des trucs moyens. Et clairement, la dernière et plus grande raison, c'est que tu peux comprendre, en fait, tous tes amis qui adorent la réglisse noire. Pourquoi? Parce que les autres aussi sont bizarres. OK. Hey! Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On lance ça en feu et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre. Merci. Bonne semaine. Bye bye. Bye. Ah ouais, là.